Voltaire, traité sur la tolérance. Parcours, Voltaire, esprit de lumière. Présentation. François-Marie Arouet, dit Voltaire, est un écrivain, philosophe et homme d'affaires français, le premier philosophe engagé, témoin et acteur de son temps. Il est le représentant le plus connu de la philosophie des Lumières et a marqué le XVIIIe siècle. Voltaire aime les arts et les sciences et marque son époque par sa production littéraire et ses combats politiques. Son influence est décisive sur les classes fortunées libérales avant la Révolution française et pendant le début du XIXe siècle. Voltaire est fils de bourgeois parisiens, sujet d'une monarchie absolue qui reçoit une éducation classique dans le meilleur collège de la capitale. Son esprit se forme dans la fréquentation de la société du Temple. Il aime l'argent, le luxe, le monde, le théâtre et fréquente les princes et les rois. Persuadé que la liberté d'esprit est inséparable de l'aisance matérielle, il devient riche et même a fermé une vie de seigneur. Voltaire se pense un responsable du clan philosophique et son objectif est de faire pénétrer peu à peu les lumières au sommet de l'État. C'est un écrivain engagé, pessimiste mais d'humeur gaie. Déiste, il haït la religion chrétienne, esprit précis et positif, son arme est l'ironie et c'est à l'esprit qu'il s'adresse. Voltaire est déiste. Il croit qu'il existe un Dieu horloger qui a créé le monde. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Voltaire est aussi un farouche adversaire du fanatisme religieux et de l'intolérance. Il dénonce les superstitions qui éloignent l'homme de la raison. Il lutte pour la mise en œuvre d'une véritable justice et a exercé une influence considérable sur son temps. Lumière. Les Lumières sont un mouvement culturel, philosophique, littéraire et intellectuel qui émerge dans la seconde moitié du XVIIe siècle avec des philosophes comme Spinoza, Locke, Bale et Newton. On a donné à cette période le nom de siècle des Lumières. Par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, les membres de ce mouvement se voient comme une élite avancée œuvrant pour un progrès du monde. Combattant l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme et la superstition des siècles passés, ils ont procédé au renouvellement du savoir de l'esthétique et de l'esthétique de leur temps. L'influence de leurs écrits a été déterminante dans les grands événements de la fin du XVIIIe siècle, que sont la déclaration d'indépendance des États-Unis et la Révolution française. Le mouvement de renouveau intellectuel et culturel des Lumières découle d'un contexte spécifique de maturation des idées héritées de la Renaissance. De manière très générale, sur les plans scientifiques et philosophiques, les Lumières voient le triomphe de la raison sur la foi et la croyance. Sur les plans politiques et économiques, le triomphe de la bourgeoisie sur la noblesse et le clergé. Emmanuel Kant donne des Lumières la définition suivante. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement dans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre.
Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. Les valeurs essentielles défendues par les hommes des Lumières sont la tolérance, la liberté et l'égalité. Ces valeurs débouchent sur la définition de nouveaux droits naturels et sur une séparation des pouvoirs politiques. À ces valeurs s'ajoute le goût de la nature et le culte de la raison. Aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires, celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Montesquieu. L'étude des arts d'astronomie de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert montre que c'est une représentation héliocentrique et une philosophie mécaniste qui assure la cohérence de l'ouvrage et imprègne l'esprit des Lumières. La figure idéale des Lumières est le philosophe comme de l'être avec une fonction sociale qui exerce sa raison dans tous les domaines pour guider les consciences, prôner une échelle de valeurs et militer dans les problèmes d'actualité. C'est un intellectuel engagé qui intervient dans la société, un honnête homme qui agit en tout par la raison, encyclopédie, qui s'occupe à démasquer des erreurs, Diderot. Les penseurs des Lumières peuvent être capables de rigueur intellectuelle mais aussi de sensibilité. Esprit des Lumières. Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel que connaît l'Europe au XVIIIe siècle et qui se propose de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances. Des philosophes et des intellectuels encouragent la science par l'échange intellectuel, s'opposant à la superstition, à l'intolérance et aux abus des églises et des États. Le terme de lumière a été consacré par l'usage pour rassembler la diversité des manifestations de cet ensemble d'objets, de courants, de pensée ou de sensibilité et d'acteurs historiques. Siècle des Lumières. Le siècle se veut éclairé par la lumière métaphorique des connaissances et non par l'illumination divine, émanation de l'absolu, utilisée exclusivement au singulier, acquise par l'expérience de l'enseignement du passé. Elle suggère aussi une vision manichéenne du monde où l'homme éclairé s'oppose à la masse de ceux restés dans les ténèbres. La formule a donc une dimension tant sociale que spatiale. Sous la plume des philosophes, les Lumières désignent par métonymie les élites européennes ouvertes aux nouveautés d'une république de l'être éclairé. L'historiographe français a retenu l'expression « le siècle des Lumières », siècle I profondément mais combien diffère. La raison éclaire tous les hommes. Elle est la lumière ou, plus précisément, ne s'agissant pas d'un rayon, mais d'un faisceau de lumière. L'image de la lumière renvoie à une coutume consistant à placer une bougie allumée à sa fenêtre pour annoncer un événement. Le voisin illuminait à son tour. De fenêtre en fenêtre, les lumières éclairaient la nuit. Les philosophes, séduits par cette pratique, faisant de la transmission de l'information de la connaissance une chaîne de lumière et s'emparant de l'idée, ils transformeront la nuit de l'ignorance en clarté, guidés par la lumière de leur raison. Diderot écrit dans Addition aux pensées : si je renonce à ma raison, je n'ai plus de guide. Égaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n'ai qu'une petite lumière pour me conduire. La France possède de nombreux philosophes et écrivains de lumière, notamment Montesquieu, Voltaire, Diderot, Beaumarchais, Rousseau et d'Alembert.
Les salons sont les lieux de diffusion de la culture. La liberté d'expression apparaît ainsi que la notion d'égalité. Ils permettent aux encyclopédistes de faire passer leurs idées. Les philosophes de lumière sont ouverts au monde et sont pour toute forme de liberté. Tous les philosophes de lumière cherchent à libérer les hommes de toute croyance et superstition, mais leurs idées ont touché peu de monde, car peu de personnes savaient lire à l'époque. Ils ont tout de même réussi à modifier les idées reçues. Le traité sur la tolérance est une œuvre de Voltaire publiée en 1763 qui vise la réhabilitation de Jean Calas, protestant faussement accusé et exécuté pour avoir assassiné son fils afin d'éviter que ce dernier ne se convertisse au catholicisme. Voltaire invite à la tolérance entre les religions vu le fanatisme religieux, plus particulièrement celui des jésuites, et présente un réquisitoire contre les superstitions liées aux religions. À la suite de l'attentat contre Charlie Hebdo, janvier 2015, le traité de Voltaire se place au sommet des ventes des librairies un peu partout dans le monde. Voltaire écrit le traité suite au procès à la condamnation à mort et à l'exécution de Jean Calas, père de famille huguenot, le 10 mars 1762. Jean Calas avait une famille protestante, sauf sa servante catholique et l'un de ses fils converti au catholicisme. Après la mort par suicide supposé de son fils aîné, la famille Calas se retrouve faussement accusée d'homicide volontaire et mise au fer et le père, à la demande populaire, est condamné à mort malgré l'absence de preuves, dans un contexte historique fortement marqué par les guerres de religion françaises des siècles précédents. Jean Calas plaide son innocence jusqu'à sa mort. Le procès est rejugé à Paris le 9 mars 1775 et la famille Calas est réhabilitée. Résumé. La démarche philosophique de Voltaire pour faire progresser le concept de tolérance commence par un rappel des faits et poursuit en montrant que la tolérance devait être naturelle pour le genre humain. Voltaire écrit sur les anciens Grecs et Romains, sur le martyre, le judaïsme, et n'y trouve pas plus de traces d'intolérance. Sur la chrétienté, il donne sa conception du rapport entre Jésus-Christ et la tolérance en montrant constamment des signes de respect, d'allégeance et en fournissant le plus possible de références chrétiennes comme Jésus-Christ lui-même, la Bible et les évangiles et de nombreux autres chrétiens. Voltaire n'oublie pas de faire sourire et la faible chinoise finit de convaincre les rieurs et entre la plaidoirie et la dissertation philosophique, ce texte mérite d'être étudié aussi pour son efficacité rhétorique. La table des matières. Histoire abrégée de la mort de Jean Calas. Conséquences du supplice de Jean Calas. Idée de la réforme du XVIIe siècle. Si la tolérance est dangereuse et chez quel peuple elle est permise? Comment la tolérance peut être admise? Si l'intolérance est de droit naturel et de droit humain? Si l'intolérance a été connue des Grecs? Si les Romains ont été tolérants? Des martyrs? Du danger des fausses légendes et de la persécution? Abus de l'intolérance. Si l'intolérance fut de droit divin dans le judaïsme et si elle fut toujours mise en pratique. Extrême tolérance des Juifs. Si l'intolérance a été enseignée par Jésus-Christ. Témoignage contre l'intolérance. Dialogue entre un mourant et un homme qui se porte bien.
Lettre écrite au jésuite Le Tellier par un bénéficiaire sur le cas où l'intolérance est de droit humain. Relation d'une dispute de controverse à la Chine. S'il est utile d'entretenir le peuple dans la superstition. Vertu vaut mieux que science. De la tolérance universelle. Prière à Dieu. Postscriptum, suite et conclusion. Lecture audio, Voltaire, Traité sur la tolérance, chapitre 6. Si l'intolérance est de droit naturel et de droit humain. Le droit naturel est celui que la nature indique à tous les hommes. Vous avez élevé votre enfant. Il vous doit du respect comme à son père, de la reconnaissance comme à son bienfaiteur. Vous avez droit aux productions de la terre que vous avez cultivées par vos mains. Vous avez donné et reçu une promesse. Elle doit être tenue. Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature. Et le grand principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est dans toute la terre. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Or, on ne voit pas comment, suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre « Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire ou tu périras ». C'est ce qu'on dit en Portugal, en Espagne, à Goa. On se contente à présent, dans quelques autres pays, de dire « Crois ou je t'adore ». Crois ou je te ferai tout le mal que je pourrai. Monstre, tu n'as pas ma religion, tu n'as donc point de religion. Il faut que tu sois en horreur à tes voisins, à ta ville, à ta province. S'il était de droit humain de se conduire ainsi, il faudrait donc que le japonais détestât le chinois, qui aurait en exécration le siamois. Celui-ci poursuivrait les gangarites qui tomberaient sur les habitants de l'Hindu. Un Mongol arracherait le cœur au premier Malabar qu'il trouverait. Le Malabar pourrait égorger le Persan, qui pourrait massacrer le Turc. Et tous ensemble se jetteraient sur les chrétiens qui se sont si longtemps dévorés les uns les autres. Le droit de l'intolérance est donc absurde et barbare. C'est le droit des tigres. Et il est bien horrible car les tigres ne déchirent que pour manger et nous nous sommes exterminés pour des paragraphes.